Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Au moment où nous parlons, actuellement, à Yad Vashem a commencé la cérémonie d'ouverture de cette journée que l'on appelle Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura, pour la journée du souvenir de la Shoah, de la destruction et de la Gvura, c'est-à-dire de l'héroïsme. Très souvent, d'ailleurs, c'est une journée que l'on appelle, dont on raccourcit le nom, Yom HaShoah. Mais il y a aussi l'aspect de l'héroïsme, car comme vous le savez, il y a eu des actes extrêmement héroïques durant cette terrible période qui était celle de la Shoah. Donc je suis très heureux, je m'appelle Jean-Charles Zerbib et je suis très heureux au nom de la Fédération des associations Sfarad de France de vous accueillir ce soir dans le cadre d'un programme que nous avons commencé ce soir, c'est la troisième intervention et qui s'appelle donc Promenade Sfarad. Alors la promenade de ce soir n'est pas une promenade peut-être de tout plaisir. Quand on parle de Shoah, c'est difficile. Mais en tout cas, notre volonté est, dans le cadre de ce programme, de donner la parole à des intervenants variés, divers, venant de différents pays et de divers horizons, pour nous parler des mondes sfarades, des cultures sfarades, des traditions, de l'histoire, des histoires très très riches. Et ce soir, soirée de ce Yom HaShoah et Ve'agvura, il nous paraissait important d'aborder ce point-là avec l'un des plus grands spécialistes de ce sujet aujourd'hui en français en tout cas, qui se partage entre la France et Israël. Vous le connaissez bien évidemment, il s'appelle Georges Bensoussan. Euh, et ce soir, nous lui avons demandé d'intervenir donc dans le cadre de cette série sur des thématiques euh, assez complexe. Il est clair que dans son intervention, on va toucher à des sujets peut-être un peu touchy, comme on dit, l'identité israélienne au miroir de la Shoah, d'une mémoire diasporique à une mémoire nationale. Georges Bensoussan est né au Maroc. Il est historien, comme je l'ai déjà dit, agrégé d'histoire. Il a été responsable éditorial du mémorial de la Shoah à Paris pendant de longues années. Il a écrit de très nombreux livres et il serait trop long et je ne veux pas lui prendre la parole de les citer tous. Mais en tout cas, je pense qu'il y a 3 livres qu'il nous faut retenir ce soir. Les autres, vous pourrez les trouver sur sa biographie qui est sur Internet. Histoire du sionisme en 2002, Un nom impérissable en 2008 et Juifs en pays arabe en 2012. On a peut-être là 3 des sujets importants que Georges Bensoussan a traité tout au long de sa carrière. Il y a un autre sujet qui avait fait parler à l'époque, Territoire perdu de la République, si vous vous souvenez de ce livre, qui essayait d'aborder certaines questions. Mais ce soir, je voudrais lui laisser de suite la parole et le remercier d'avoir accepté de nous parler. Georges, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, l'exposé de ce soir, ce que m'a demandé Jean-Charles Zerbib il y a déjà plusieurs semaines, c'est d'évoquer la construction de la mémoire de la Shoah en Israël et peut-être aussi, incidemment, la place qui ont occupé ou pas occupé d'ailleurs, la population séfarade ou mizrahi, on verra la différence tout à l'heure, dans la construction de cette mémoire. La première chose qui frappe quand on aborde ce sujet, c'est que pour le grand public, en règle générale, l'État d'Israël serait né de la Shoah, il en serait la conséquence directe. Alors c'est une assertion qui passe pour une évidence pour au moins 3 raisons. La première, c'est la proximité chronologique entre la fin de la
du processus de destruction des Juifs d'Europe en 1945 et la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Le deuxième argument qui vient à l'appui de cette pseudo-évidence, c'est l'idée que les Occidentaux auraient été étreints par un sentiment de culpabilité après la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième argument, c'est qu'ils auraient voulu, quelque sorte comme dans un réflexe de rédemption, calmer leur douleur morale en aidant la création d'un État juif. Bon. C'est là une reconstruction mémorielle et historique, tout ce qu'il y a de plus mythologique. Et en même temps, on est obligé de constater que c'est une évidence, je mets évidence avec des guillemets, ça ne s'entend pas à l'oral bien sûr, qu'on retrouve dans une grande partie de la littérature occidentale. Je prends par exemple deux exemples. Je prends l'exemple des mémoires du général de Gaulle qui dit exactement cela, à savoir que l'État d'Israël serait né des souffrances de la Seconde Guerre mondiale en particulier, enfin des souffrances juives en général, mais surtout de celles-là, ou l'exemple aussi de François Mauriac dans la préface qu'il a donnée au livre d'Elie Wiesel en 1958, La Nuit. Bon. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que les Israéliens eux-mêmes aujourd'hui, enfin aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est déjà depuis 40 ans au moins, nourrissent cette mythologie, à savoir que leur État serait né directement de la catastrophe du judaïsme européen. Pourquoi? D'une part, parce qu'il y a des récupérations politiciennes, en Israël en premier lieu. Aujourd'hui, on le sait, le premier geste, la première visite que l'on fait faire aux visiteurs étrangers, c'est le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Ça n'est pas un mémorial dédié au sionisme, à l'histoire de la construction de cette nation, de la reconstruction de cette nation hébraïque sur les ruines de l'ancienne. Non, c'est le souvenir de la destruction du judaïsme d'Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idée aussi que cet État serait né, c'est encore entretenu dans le grand public, de la compassion occidentale, comme si les Occidentaux, en 1945, 46, 47, enfin dans l'immédiate après-guerre, auraient été étouffés par un sentiment de culpabilité. Et là encore, on est dans une construction mythologique, parce que quand on étudie un peu le sujet de plus près, rien n'est plus faux sur le fond. Et enfin, cette religion de la mémoire de la Shoah en Israël, qui est assez banale au demeurant, parce que nous sommes dans le monde occidental aujourd'hui cernés par cette religion de la mémoire, c'est en fait la naissance d'une religion civile qui substitue un culte civil à une religion révélée. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire aujourd'hui, ce qu'on appelle la mémoire, la commémoration, le fameux devoir de mémoire, est devenu une sorte de religion civile dans des sociétés de plus en plus sécularisées. Alors, c'est en particulier vrai en France, qui est une société profondément déchristianisée, mais c'est vrai également en Israël, où paradoxalement, on a la présence à la fois d'une forte imprégnation religieuse et en même temps d'une partie de la société israélienne qui est très sécularisée aussi, et qui n'échappe pas donc à cette religion de la mémoire qui a été très bien analysé en France par Pierre Nora. Alors on le voit par exemple dans la pédagogie israélienne par le fait que les voyages à Auschwitz des lycéens israéliens de l'âge de la classe de première, terminale à peu près, 17-18 ans, sont devenus monnaie courante. Jusqu'en 2010, on estime que 300 000 lycéens israéliens avaient fait le voyage pour Auschwitz. Je rappelle que c'est un pays de 9 millions d'habitants et que 300 000 lycéens, ça représente quasiment la quasi-totalité des classes d'âge qui étaient susceptibles de faire ce voyage. Bon. Il y a un troisième point également en introduction qu'il faut souligner, c'est que ce lien supposé entre la naissance de l'État d'Israël et la Shoah, qui évoque une culpabilité occidentale en 1945, ne doit pas faire de l'ombre au fait qu'indéniablement, la découverte de la Shoah en 1945 et dans les mois et dans les années qui ont suivi vont radicaliser le judaïsme américain. Je rappelle que le judaïsme américain, qui connaissait sa branche sioniste avant 1939, un sionisme assez important d'ailleurs, mais en même temps, l'opinion juive américaine n'était pas fondamentalement sioniste. D'abord, n'adhérait pas en majorité au mouvement sioniste, et quand elle était sioniste, il ne s'agissait pas de faire l'Aliyah, puisque en arrivant aux États-Unis, d'une certaine façon, ils étaient déjà arrivés dans la terre promise. Bon. En revanche, ce qui est frappant après 1945, c'est que le judaïsme américain va se radicaliser dans un sens philo-sioniste. Encore une fois, sans forcément faire le pas de l'Aliyah, loin de là, mais en tous les cas, d'une sensibilité sioniste, oui, et ça se maintiendra durant des décennies. Bon. Et il est vrai que cela a pu créer une atmosphère de culpabilité dans une partie de l'opinion occidentale. Mais en revanche, quand on regarde du côté de la classe politique anglo-saxonne en particulier, et donc américaine et anglaise,
on s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas d'atmosphère de culpabilité. Je voudrais souligner simplement ces 2 points. Londres, puissance mandataire qui se retire de la Palestine à partir de février 47, enfin du moins elle l'annonce en février 47 et elle se retire effectivement le 15 mai 1948. Londres s'abstient lors du vote de l'ONU décidant de la création d'un État juif et d'un État arabe en Palestine. Et deuxièmement, quand Londres se retire de ses positions militaires en Palestine, dans la plupart des cas, elle laisse les positions militaires aux miliciens arabes et non pas aux miliciens juifs de la Haganah. C'est-à-dire qu'en fait, Londres, en sous-main, va œuvrer contre l'État juif dans les derniers mois du mandat et déjà, et même, je dirais, dans les dernières années du mandat. Bon, ça n'est pas notre sujet ce soir, mais enfin, l'idée que Londres aurait pu soutenir par culpabilité la création d'un État juif en 1945-1948 relève de l'illusion. Et Washington, c'est à peu près de la même eau, c'est-à-dire que globalement, l'administration américaine, la diplomatie américaine menée par George Marshall à l'époque du président Truman, était très hostile à l'idée de la création d'un État juif, parce que ça mettrait en danger, disait-il, les intérêts américains dans la région, et ça dresserait le monde arabe contre les États-Unis, ce qui n'était pas faux d'ailleurs sur le fond. Et Marshall va tout faire, va œuvrer de toute son influence pour convaincre Truman de ne pas voter pour la création d'un État juif. Finalement, Truman maintiendra sa position, mais il s'en est fallu de peu que les États-Unis votent non, ou en tous les cas s'abstiennent le 29 novembre 1947. Et lorsque la décision de l'ONU est entérinée le 29 novembre 1947, entre ce vote de novembre 1947 et l'indépendance effective de l'État d'Israël le 14 mai 1948, il s'écoule 6 mois. Eh bien, durant ces 6 mois, les États-Unis, au moins à 2 reprises, manifestent leur volonté de se désengager du vote du 29 novembre 1947. Dès le mois de décembre 1947, ils mettent un embargo total sur les armes à destination du Proche-Orient, donc ce qui peut mettre en danger la milice juive de la Haganah et donc le futur État juif. Et le 19 mars 1948, et ça c'est bien plus grave, ils proposent un moratoire à l'ONU, c'est-à-dire une proposition de surseoir à la déclaration d'indépendance d'un État juif et d'un État arabe, et tout le monde sait que ça signifie de surseoir à la déclaration d'indépendance d'un État juif, ce qui pourrait signifier en clair dans les semaines ou dans les mois qui suivraient que l'État juif ne verrait jamais le jour. Et pourquoi? Tout simplement parce que la Palestine est à feu et à sang à ce moment-là, et c'est sur ce argument-là que les États-Unis s'appuient pour retirer leur soutien à la création d'un État juif qu'ils avaient appuyé en novembre 1947. Donc on voit les États-Unis sont sur le fil du rasoir entre novembre 1947 et mai 1948, et il n'y a pas chez eux, du moins dans leur classe politique, un sentiment de culpabilité qui les étoufferait. Bon. Et tout cela nous amène à aborder un 4e point, avant la naissance elle-même de l'État d'Israël, c'est la question des réfugiés. Pour comprendre pourquoi, malgré tout, les États occidentaux et les États-Unis et le Canada en particulier soutiennent malgré tout la création de l'État d'Israël, de la création d'un État juif en novembre 1947, il faut revenir à la question des réfugiés. En fait, ces réfugiés juifs, qui sont assez nombreux encore en Europe dans les camps de personnes déplacées en 1945-46, en fait, personne n'en veut sur le fond. Et il s'agira, et c'était déjà vrai au moment de la conférence d'Évian en 1938, il s'agira de s'en débarrasser et d'essayer de passer le fardeau aux voisins. En réalité, dès lors que personne n'en veut, il sera assez commode pour un certain nombre de diplomaties de considérer que la création d'un État juif en Palestine pourra nous décharger du fardeau des réfugiés. Bon. Cela étant, quand on a vu tous ces éléments en introduction, on peut considérer, avant d'entrer dans le vif du sujet, que soutenir encore que l'État juif est né de la Shoah, donc d'une certaine façon que le sionisme aurait triomphé en 1948 grâce, avec des guillemets, grâce au génocide, c'est évidemment une énorme erreur historique, et c'est en même temps une erreur historique qui cache un élément important, c'est que pour le sionisme, ce qui s'est passé en Europe entre 1939 et 1945 a constitué une quadruple défaite. Et ça n'est pas assez souligné. Pourquoi je dis quadruple défaite? D'abord pour une raison morale. La raison morale, c'est que
le Yishuv, c'est-à-dire le foyer national juif d'avant l'État, c'est comme ça qu'on l'appelait, le Yishuv, donc le Yishuv palestinien, n'a pas pu sauver les Juifs de la diaspora. Évidemment, il ne le pouvait pas, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que les contemporains du Yishuv, les sionistes du Yishuv, la direction sioniste de l'agence juive, ne pouvaient pas ne pas ressentir un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver leurs frères en Europe. Et quand je dis leurs frères, il faut vraiment l'entendre au premier degré. C'est bien le judaïsme ashkénaze qui est dans sa grande majorité détruit en Europe à ce moment-là, et l'establishment sioniste en 1900, durant la Seconde Guerre mondiale en Palestine, est massivement d'origine ashkénaze, bien sûr. Donc, première défaite, une défaite morale. Deuxième défaite, une défaite politique. Le sionisme n'a pas réussi à convaincre à temps les Juifs d'Europe d'émigrer tant qu'il en était encore temps, tant que les frontières étaient encore ouvertes, c'est-à-dire en gros avant le livre blanc de 1939. Donc sur ce plan-là, le sionisme politiquement a échoué. Démographiquement, le sionisme également a échoué avec la Shoah. Pourquoi? Parce que les gros bataillons qui étaient censés venir dans le futur État juif le renforcer ne sont pas venus, et pour cause, ils ont été détruits. Ben Gurion disait en 1940 que pour que l'État juif soit viable, il lui fallait 2 millions de juifs. En 1942, quand le génocide est totalement connu en Palestine comme ailleurs, d'ailleurs du côté des capitales occidentales ou ailleurs, il a largement baissé sa prétention à 1 million. C'est-à-dire que ces gros bataillons qui auraient dû faire la force du futur État juif ne sont pas au rendez-vous. Et c'est ce qui explique la fameuse formule du Premier ministre des Affaires étrangères d'Israël, Abba Eban, qui parlait à propos des lignes d'armistice de 1949 des frontières d'Auschwitz. Il voulait dire par là que c'était les frontières qui avaient été léguées par le creux démographique causé par la Shoah. Et enfin, dernière défaite pour le sionisme, une défaite de la légitimité. Car à quoi bon un État des Juifs maintenant qu'il n'y a plus de Juifs? Et Ben Gurion le dit en 1944, il s'attend à ce que l'on fasse, à ce que l'on présente cette objection dans les capitales occidentales, mais pourquoi voulez-vous un État juif maintenant que le gros du judaïsme mondial, c'est-à-dire le judaïsme européen, il faut le rappeler, à l'époque, 2 tiers des Juifs du monde vivent en Europe, maintenant que le gros du judaïsme européen a été détruit, pourquoi voulez-vous encore un État juif? Bon. Voilà les points de départ. Alors, à partir de là, on peut entrer dans le vif du sujet en disant que la thèse selon laquelle l'État d'Israël serait né de la Shoah est une thèse, en fait, sur un plan historien, tout à fait négationniste. Et quand je dis négationniste, il faut l'entendre vraiment au sens historique du terme, hein. Ça n'a rien à voir avec la petite secte négationniste qu'on connaît dans le monde occidental et dans le monde tout court d'ailleurs. Pourquoi une thèse négationniste? Parce que c'est une thèse qui occulte complètement l'histoire du sionisme. Je m'explique. C'est une thèse qui occulte profondément l'histoire du sionisme depuis 1882, c'est-à-dire l'histoire de toutes les vagues d'immigration, les 5 vagues d'immigration qui sont arrivées dans la Palestine ottomane et dans la Palestine du mandat jusqu'en 1939, l'Aliyah yéménite, l'Aliyah russe, l'Aliyah roumaine, je parle là des aliyot de 1882. C'est une thèse qui occulte complètement la renaissance de la langue hébraïque, non seulement comme langue vernaculaire, mais comme langue maternelle, avec les efforts initiés par la presse hébraïque en diaspora, mais surtout par Ben Yehuda, David Yelin, Nissim Béar et toute l'école de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem dans les années 1880-1890, c'est-à-dire bien avant que se tienne le premier congrès sioniste à Bâle. C'est une thèse qui est négationniste au sens où elle nie le fait que le futur État juif a été reconnu juridiquement 3 fois par la conférence de San Remo en 1920, par la décision de la SDN, la Société des Nations, en juillet 1922, attribuant à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine, car ce mandat sur la Palestine incluait la promesse d'y édifier un foyer national juif sur une partie du territoire, et troisièmement, la décision de l'ONU du 29 novembre 1947. 3 reconnaissances juridiques. Et thèse négationniste enfin, parce qu'elle ignore complètement le judaïsme d'Orient. Le judaïsme d'Orient, dans son rôle de bâtisseur du futur État d'Israël, est complètement ignoré. On fait de l'État d'Israël un fait uniquement ashkénaze, c'est une énorme erreur historique. Je rappelle que la communauté juive du Yémen a émigré pour 50% d'entre elles bien avant 1945. Vous avez une aliyah yéménite dès 1881, avant même l'aliyah russe, et qui ne va pas en Israël pour y attendre ses derniers jours et vivre de la Chaloukah, c'est-à-dire de la mendicité internationale du judaïsme, mais qui va en Israël pour y construire une nouvelle vie,
en terre d'Israël, je veux dire, pour y construire une nouvelle vie, et qui s'installe pour l'essentiel à Jérusalem, et pour y vivre de son métier, et non pas de la mendicité internationale. Bon. Et c'est vrai, ce que je dis du Yémen est vrai aussi, mais en moindre mesure, dans une moindre mesure, d'autres pays arabes, en particulier du Maroc. Et enfin, surtout, quand je dis que cette thèse est négationniste, c'est qu'elle ignore que sans l'existence d'un foyer national juif bien établi déjà en 1945 et qui compte environ 600 000 personnes, avec toutes les institutions pré-étatiques qui le rendent prêt à fonctionner demain comme un État, ce que les Anglais d'ailleurs reconnaissaient dans le rapport Peel en 1937, eh bien jamais l'État d'Israël n'aurait vu le jour. Donc, décision ou non de l'ONU en 1947, s'il n'y avait pas eu un foyer national en 1939, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël. Je veux dire par là que quand vous prenez les grandes institutions de l'État d'Israël d'aujourd'hui, dont les noms d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, n'ont même pas changé, eh bien vous constatez qu'elles ont été fondées en 1920 ou juste avant ou juste après. Je pense par exemple aux institutions scolaires ou universitaires. Le premier grand lycée hébraïque a été fondé dans la future Tel Aviv en 1906. À l'époque, c'est un quartier de Jaffa. L'université hébraïque a été fondée en 1925 à Jérusalem. Le premier journal hébraïque moderne, en tous les cas, Haaretz, a été fondé en 1919, il existe toujours. Le syndicat juif qui existe toujours et sous le même nom, la Histadrout, a été fondé en 1920. La milice juive d'autodéfense qui donnera l'armée israélienne en 1948, la Haganah, a été fondée en 1920. La caisse de sécurité sociale, la Coupat Cholim, qui existe toujours avec 4 caisses différentes, vous le savez, auxquelles sont affiliés les Israéliens, a été fondée également en 1920. Le Technion de Haïfa en 1914 et la ville même de Tel Aviv a été créée en 1909. C'est la première ville juive créée depuis l'Antiquité. Vous voyez que tout cela a été fondé bien avant la Shoah et donc n'a aucun rapport avec la destruction des Juifs d'Europe. Donc il y a bien un État avant l'État, que tout le monde d'ailleurs, dont tout le monde connaît l'existence, les Arabes les premiers d'ailleurs, les Anglais aussi, bien avant 1940. Donc, lorsque la déclaration d'indépendance est faite par Ben Gurion le 14 mai 48, sa légitimité ne repose pas sur la Shoah. D'ailleurs, si vous lisez le texte de la déclaration d'indépendance, il ne fait allusion à la Shoah qu'à l'extrême fin du texte, et certainement pas au début. Il ne s'appuie pas sur la destruction du judaïsme européen pour légitimer son État. Ça vient parmi d'autres arguments et très tardivement. Donc, s'il s'appuie, s'il proclame la naissance de l'État d'Israël, c'est qu'il s'appuie sur une histoire juive ancienne, sur une langue ancienne qui est ancrée sur ce territoire et évidemment sur les réalisations du foyer national depuis 1882. Pardon. Voilà. Alors, deuxième aspect de ce sujet, deuxième aspect de cet exposé, c'est que en 1945, quand les premiers rescapés arrivent, même si l'immigration est officiellement interdite par le Livre blanc, en réalité, il y a une immigration clandestine qui va continuer jusqu'en 1948, parce que le Livre blanc est toujours en vigueur par les Anglais jusqu'en 1948. Mais il y a tout de même 70 000 immigrants qui arrivent clandestinement dans la Palestine des dernières années du mandat. Eh bien, cette immigration qui arrive clandestine jusqu'en 1948 et libre après 1948, c'est une immigration massive, surtout à partir de 1948, bien sûr. Et cette immigration massive, puisque il faut souligner par exemple que la population d'Israël a doublé en 3 ans, entre 49 et 52, et qu'entre 52 et 61, l'année du procès Eichmann, elle va doubler encore. Donc les dirigeants de l'État d'Israël se retrouvent avec une population extrêmement nombreuse qu'il faut loger, qu'il faut souvent d'abord instruire, alphabétiser en hébreu, qu'il faut loger, qu'il faut soigner, qu'il faut vêtir, qu'il faut alimenter, et auquel il faut trouver également un travail. C'est une tâche considérable. Et en un mot, l'État d'Israël, né en 1948, a comme priorité non pas le bien-être des rescapés, mais d'abord et avant tout de s'occuper des immigrants qui arrivent en masse, soit des immigrants d'Europe qui sont pour beaucoup d'entre eux des rescapés de la Shoah, soit des immigrants du monde arabo-musulman. Deuxième priorité, la construction du pays. Troisième priorité, l'état de guerre permanent, car la guerre ne s'est pas terminée par des accords de paix, mais par des accords d'armistice. Donc, il faut tenir compte du fait de tous ces éléments-là pour comprendre que l'accueil des immigrants, et entre autres des rescapés de la Shoah à partir de 1945 et dans les années ultérieures, n'a pas été un accueil réussi.
la plupart des rescapés de la Shoah arrivés dans l'État d'Israël à partir de 1945-1948 ont un souvenir très amer de leur arrivée, un souvenir souvent sombre, un souvenir souvent triste. Bon. Mais à ces causes objectives, à savoir que l'État d'Israël a d'autres priorités que de s'occuper des immigrants, et y compris des rescapés de la Shoah, à ces causes objectives, il faut ajouter, en ce qui concerne les rescapés de la Shoah, des causes sous-jacentes, des causes non dites, qui sont de trois ordres. Premièrement, il y a de la part des Israéliens de 1948 qui accueillent les rescapés, il y a une forme de culpabilité qui se mue en agressivité face aux survivants. Une culpabilité de quoi? Une culpabilité de n'avoir pas pu les sauver. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une culpabilité parce qu'en tant que sionistes, ils s'en veulent d'avoir maudit le monde qui a été détruit. Je rappelle que dans la vision du monde sioniste, la diaspora est une erreur et tout juif qui se maintient encore en diaspora malgré la réalisation du foyer national est totalement dans l'erreur et il doit, pour se réaliser, je mets des guillemets à réaliser, faire son alia, monter vers la terre d'Israël. Et d'une certaine façon, la diaspora représente la condition, une forme de déchéance de la condition juive. Et donc, ce monde qu'ils ont maudit en tant que sionistes avant 1939, d'une certaine façon, ils s'en veulent de l'avoir maudit parce que c'est aussi leur monde d'origine, c'est le monde de leur langue maternelle. Et donc, ils sont pris dans cette contradiction à la fois d'avoir répudié la diaspora, bien sûr, d'avoir rejeté ce monde, mais c'est une chose que de détester ce monde et de l'avoir maudit, et que de constater qu'il est cette fois physiquement totalement détruit, qu'il n'en reste rien. Puis la troisième raison de la culpabilité, qui se mue en agressivité, c'est que les rescapés de la Shoah et les victimes de la Shoah qui arrivent en Israël à partir de 1948, par l'épreuve qu'ils ont vécue, d'une certaine façon, ont bafoué l'éthos sioniste. Un éthos sioniste fait de rédemption, fait de force, et eux offrent l'image d'un peuple qui s'est laissé conduire à l'abattoir, je reprends l'image avec 1000 guillemets, hein, il faut bien les entendre dans ce que je dis, qui s'est laissé conduire à l'abattoir comme des moutons. Et ça, pour le sionisme, c'est une insulte, c'est une injure. Et d'une certaine façon, c'est voir l'éthos sioniste bafoué à travers la figure de ces rescapés. Donc cette agressivité à leur égard, elle se mue aussi en culpabilité. Bon. Donc le lien, donc l'accueil, si vous voulez, l'accueil qui a été fait aux rescapés est un accueil qui a été très difficile psychologiquement, et à la fois pour les rescapés et pour les sionistes et la direction sioniste qui les a accueillis. Alors, cet accueil, si on le quantifie en 1948 et dans les années qui suivent, quel est-il? On sait que 400 000 rescapés de la Shoah sont arrivés en Israël au total, 400 000. Bon. Et dans l'État d'Israël des premières années, des années 50, le lien entre la Shoah et l'État d'Israël, c'est d'abord un lien charnel. En 1949, on estime qu'un tiers des Israéliens sont des rescapés directs de la Shoah. Et même encore au début des années 2000, on estimera qu'environ 40% des Israéliens ont un lien, même lointain, mais direct quand même, par le fait des petits-enfants, par exemple, ou des petits-neveux, avec la Shoah. Donc ça, c'est le premier point, un lien charnel. Deuxième point, un lien mémoriel et politique. Le mémorial de Yad Vashem n'existe pas encore dans les années 50, mais il a été envisagé dès 1942. Le projet est là, et c'est d'ailleurs très étonnant, et ça mériterait une explication, mais je n'ai pas le temps ce soir. En 1942, le mémorial du Yad Vashem est envisagé à une époque où la majorité des victimes sont encore en vie. Mais on sait déjà en Palestine, comme dans certaines capitales européennes bien sûr, on sait déjà ce qui est en train de se passer en Europe. Et cet apparent paradoxe, à savoir que le mémorial est envisagé alors que la majorité des victimes sont encore en vie, c'est quelque chose qui peut s'expliquer assez facilement par le fait que l'impuissance face à l'événement, car le Yishuv ne peut rien faire pour aider les Juifs d'Europe, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'a aucun moyen matériel de les aider, ou alors à la marge simplement, l'impuissance pousse à nier la réalité, parce qu'il faut nier l'événement qui vous nie. Et d'une certaine façon, se projeter dans l'avenir en envisageant un mémorial, c'est se projeter dans l'avenir et c'est donc nier l'événement qui, sur le présent, vous anéantit totalement. Bon. Alors, d'une certaine façon, donc pour s'en protéger, il faut vivre le présent au passé. Donc, c'est dans ce contexte du début des années 50 que les premières lois mémorielles sont votées
qui vont donner naissance, mais très tardivement, au mémorial de Yad Vashem. Les premières lois mémorielles, c'est la loi de 1951, Yom HaShoah ve'Hagvura, jour de la Shoah et de l'héroïsme, et la loi de 1953 sur le mémorial de Yad Vashem, et qui va mettre du temps à s'édifier. Et on sait que la concurrence avec Paris, avec le mémorial du martyr juif inconnu, va beaucoup stimuler Jérusalem pour édifier son propre mémorial. Il n'est pas question de laisser la diaspora prendre le pas sur l'État d'Israël en ce qui concerne la commémoration des victimes. Bon. Ce qui est intéressant dans ces deux lois mémorielles, 1951 et 53, c'est la loi de 51, jour de la Shoah et de l'héroïsme, Yom HaShoah ve'Hagvura. Au départ, il était question d'intituler cette journée, une journée qui n'est pas chômée ni fériée, mais qu'une journée de commémoration générale dans le pays, qui est d'ailleurs célébrée jusqu'à aujourd'hui et qui aura lieu demain en Israël, qui a commencé ce soir. Il était question de l'appeler Yom HaShoah ve'Hamered, jour de la Shoah et de la révolte. Et finalement, on a choisi le mot héroïsme, Gvura. Comme si, pourquoi Gvura, pourquoi l'héroïsme? Comme si cette catastrophe inspirait de la honte. Il fallait forcément accoler au mot Shoah le mot Gvura. C'est le premier objet d'étonnement. Et en même temps, pas tout à fait, quand on sait que cette question de honte est une dimension centrale qui est complètement oubliée aujourd'hui, où on voit les rescapés comme des héros, ce qui n'était pas du tout le cas en 1945-48, où on les voyait d'abord comme des victimes, et souvent des victimes honteuses. Cette dimension centrale, c'est la dimension de la honte. D'où le culte, en 1950, autour de Hana Senesh. Je le rappelle, cette jeune sioniste hongroise qui avait émigré, je crois, en 1937, qui avait vécu dans un kibbutz, qui avait intégré les forces de défense de la Haganah et qui s'était fait parachuter en 1944 avec différents membres de la Haganah qui avaient été prises, torturées, fusillées. Ces cendres ont été rapatriées en Israël en 1950 et les funérailles nationales lui ont été faites en 1950, mais qui ont donné lieu à un cortège dans tout le pays, car son cercueil, son catafalque a traversé toutes les villes du pays. Ça a duré plusieurs jours avant qu'elle soit inhumée dans le cimetière des héros à Jérusalem. Ces funérailles nationales d'une héroïne, car effectivement c'est une héroïne, elles sont là comme s'il s'agissait de laver la honte de la passivité, vous entendez les guillemets bien sûr, de la passivité des victimes. Ça, c'est un point fondamental. Et un autre point fondamental, c'est que dans les premières années de l'État, la direction politique de l'État d'Israël, c'est une direction travailliste, direction de gauche. Et cette mémoire de la Shoah a été immédiatement confisquée par la gauche travailliste au pouvoir, qui va rester au pouvoir près de 30 ans, hein, je rappelle, jusqu'en 1977, et qui va surtout mettre en lumière, durant les 20 premières années de la commémoration, sinon même les 30 premières années, la mort héroïque. Donc, on va distinguer, si vous voulez, s'il y a une mort héroïque, s'il y a une mort honteuse. On va distinguer entre une mort honteuse et une mort héroïque. Et on va essentiellement mettre en avant le jour de la Shoah dans les commémorations, dans les interviews, dans ceux qui passeront à la radio, plus tard à la télévision, essentiellement les résistants, les rescapés résistants de différents ghettos, et en particulier du ghetto de Varsovie. Ça, c'est une première sélection. Et puis une deuxième sélection, c'est qu'un certain nombre d'éléments de la résistance juive durant la Shoah ne font pas du tout partie des commémorations officielles. Par exemple, les organisations de droite jabotinskiennes de la mouvance révisionniste, qui ont été partie prenante dans la direction du ghetto de Varsovie, ce sont même d'ailleurs les premières organisations de résistance en 1941 dans le ghetto, celle de Jabotinsky, enfin celle des émules Jabotinsky, qui est mort, je le rappelle, en 1940 aux États-Unis. Premier oubli, donc, la mouvance révisionniste qui a joué un rôle fondamental dans la naissance de l'État et dans les révoltes des ghettos. Et deuxième gros oubli manifeste, l'oubli du Bund. Le Bund, c'est la grande force socialiste autonomiste juive en Pologne, entre autres, qui a joué un très grand rôle dans la résistance juive durant la Shoah, à Varsovie comme ailleurs. Total oubli des deux côtés. Alors, en même temps, on pourrait penser que l'État d'Israël reste silencieux sur la Shoah, cette page de honte dans l'histoire du sionisme, durant les premières années de l'État. Ça n'est pas du tout le cas. Premièrement, la Shoah est présente parce que chaque soir, durant les premières années, je crois jusqu'à la fin des années 50, est diffusée une émission de radio d'une demi-heure qui porte sur les personnes disparues, les personnes recherchées, et qui tente de mettre en contact par le biais de la Croix-Rouge internationale des gens qui se cherchent, des rescapés qui se cherchent, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Israël, etc. Premier point. Deuxième point, l'État d'Israël n'est pas silencieux parce que la parole publique, elle est là, elle est bien présente. C'est-à-dire autant la parole privée, on ne l'entend pas, autant les rescapés, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, sauf le jour de la Shoah. Et encore une fois, certains rescapés triés sur le volet, c'est-à-dire les rescapés résistants, je l'ai dit, les autres, non.
Ce sont des ombres à l'intérieur de la société israélienne. Et ce silence des rescapés qui sont nombreux, je le rappelle, encore une fois, je l'ai dit, 400 000 sont arrivés dans l'État d'Israël, un État qui ne compte que 2 millions d'habitants en 1967, 2 millions seulement, donc 400 000 personnes, c'est tout de même une masse importante. Il y a 3 facteurs à ce silence des rescapés. Premier facteur, cette dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est rarement mise en avant aujourd'hui, qui est sous-évaluée, c'est la honte. Deuxième facteur à ce silence, c'est que la plupart des rescapés ont été peu écoutés, ou ils ont été rarement entendus, en tous les cas, et de lassitude ou de guerre lasse, se dirait, ils ont fini par se taire. C'est la même chose en Italie, Primo Levi l'a raconté, c'est la même chose en France, Simone Veil l'a dit, c'est la même chose partout finalement. Les rescapés, on n'a pas voulu beaucoup les entendre. Alors on aurait pu s'attendre à ce que dans l'État juif, il en aille différemment, eh bien ça n'a pas été le cas. Là aussi, les rescapés ont été gentiment, poliment sommés de se taire et de passer à autre chose. Mais il y a aussi un troisième facteur à ce silence, c'est que les rescapés sont jeunes dans l'immense majorité des cas, bien sûr, hein. Rescapés de 50 ans, ça existe, mais c'est rarissime. Les rescapés sont jeunes, ils vont se reconstruire, se rebâtir, fonder une famille, et ce silence leur est nécessaire précisément pour se reconstruire, pour fonder une famille, pour rencontrer un homme, pour rencontrer une femme, avoir des enfants. Et à l'intérieur même de la famille, souvent le silence entretenu à l'égard des enfants, David Grossman l'a très bien raconté, et beaucoup d'autres l'ont raconté également, qui racontent à peu près la même expérience du silence. Ça n'a pas été un silence total dans toutes les familles, mais massivement, ça a quand même été l'expérience majoritaire. En même temps, à côté de ce silence privé des rescapés, pour différentes raisons, vous avez une parole publique qui est une véritable logorée dans les années 50. L'État d'Israël n'est pas du tout muet sur le sujet de la Shoah. On en parle beaucoup. Et d'ailleurs, c'est le premier pays à employer le mot Shoah très tôt, alors que le mot Shoah s'est imposé très tardivement, en particulier à la suite du film de Lanzmann, un peu plus tard. Bon. Alors, à quelle occasion l'État d'Israël, en dehors du Yom HaShoah, à quelle occasion l'État d'Israël prend-il la parole pour évoquer la catastrophe? À de très multiples occasions politiques. Je vais prendre deux exemples. Premièrement, un exemple qui touche à l'Allemagne et deuxièmement, un exemple qui touche à l'histoire juive elle-même. À l'histoire juive elle-même, c'est la question des conseils juifs. La question des conseils juifs est une question explosive, les Judenrat. Les conseils juifs et ceux qui ont participé aux conseils juifs, comment qualifier leur attitude durant la guerre face aux Allemands? S'est-il agi de coopération, d'accommodement, de collaboration? Comment réagir? Comment qualifier la politique qui a été suivie? Heu, L'affaire du Conseil juif de Budapest en particulier a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle s'est terminée par la mort, par l'assassinat de l'un des principaux responsables du Conseil juif de Budapest, Kastner, en 1957. Il a été assassiné en 1957 à l'issue d'un procès retentissant. Bon, mais globalement, l'affaire des conseils juifs a explosé à plusieurs reprises dans l'État d'Israël parce qu'un certain nombre de responsables des conseils juifs ont été reconnus en Israël par un certain nombre de leurs congénères qui étaient avec eux dans le ghetto. Et ces rencontres-là se sont très mal passées et ces histoires dramatiques, douloureuses, ont été réveillées à plusieurs reprises. Premier point. Deuxième point, l'Allemagne. Pourquoi? Parce que pour un État d'Israël qui n'a pas de relation diplomatique avec aucune des deux Allemagnes en 1949, la question allemande se pose, elle se pose très tôt. Premièrement, elle se pose en matière de culture. Faut-il importer des livres allemands? Faut-il enseigner l'allemand dans les lycées? Faut-il faire des traductions de l'allemand? Martin Buber doit-il accepter le prix Goethe que vient de lui remettre la nouvelle République fédérale allemande en 1949? Doit-il se rendre à Francfort pour recevoir son prix Goethe? Ça a été l'objet d'une polémique intense parmi les intellectuels israéliens, souvent d'origine allemande d'ailleurs, à ce moment-là. Deuxième occurrence allemande, la question des réparations en 1952, qui se termine par les accords du Luxembourg. Faut-il accepter l'argent des Allemands? Et là, on a assisté à des scènes de quasi-guerre civile en Israël, entre toute une mouvance qui a refusé cet argent, entre autres menée par Menachem Begin en 1952. On a vu des manifestations très violentes dans les rues, et le pragmatisme d'un Ben Gurion qui sait très bien ce qui s'est passé en Europe, qui n'est pas insensible évidemment à ce qui s'est passé, mais qui a besoin de cet argent
pour mettre à flot une économie qui est en panne, un État d'Israël qui a beaucoup de peine à être bâti et qui est encore un pays pauvre, extrêmement pauvre au début des années 50. Et troisième question qui se pose avec l'Allemagne, c'est en 1965 la question de la reconnaissance. Faut-il échanger des ambassadeurs et reconnaître la République fédérale? Bon, on connaît la réponse, ce sera oui. Et enfin, en dehors de ces points-là, je dirais que la question de la Shoah est omniprésente dès qu'on aborde la question de la défense. L'État d'Israël est menacé sur toutes ses frontières. C'est un État contesté, dont l'existence est contestée. C'est un État déclaré illégitime par le monde arabe tout entier et par toute une partie d'ailleurs des États de la planète à cette époque-là. Et les voisins d'Israël, les voisins immédiats d'Israël, parlent ouvertement de sa destruction, de son extermination. Bon, ils le disent clairement, ils le disent à la radio, jour après jour, et une partie de l'État d'Israël est constituée de populations d'origine orientale, juive orientale, qui comprend parfaitement l'arabe, par exemple. Donc, l'avenir d'Israël semble fragile, compromis. Ses frontières sont, dans le centre en particulier, totalement indéfendables. 17 kilomètres entre la mer et la frontière jordanienne à la hauteur de Kalkilia ou le Karem, à la hauteur de Netanya, si vous préférez, donc au nord de Tel Aviv. L'avenir d'Israël semble compromis et la population est étranglée par un sentiment tout à fait fondé, d'ailleurs, d'assiéger, d'obsidionalité. Donc, l'environnement arabe, je dirais, d'Israël maintient en permanence l'idée du cauchemar, le souvenir du cauchemar, la récurrence de ce cauchemar d'extermination. Et d'ailleurs, Nasser, le leader égyptien de l'époque, des années 50, ne cache pas sa volonté d'en découdre et de détruire ce qu'il appelle l'entité sioniste. D'ailleurs, il le dit clairement et il professe un négationnisme tout à fait décomplexé et il recommande à ses invités la lecture des protocoles des sages de Sion. Bon. Le grand tournant dans la mémoire israélienne du génocide, ce sont les années 60. Et je dirais ici, j'aborderai ici, dans cette dernière partie d'exposé, 3 points. Rapidement, parce que le temps passe. C'est, d'une part, ou plutôt 4 points, pardon. D'une part, le procès Eichmann. Et pourquoi le procès Eichmann? Deuxièmement, l'impact sur les communautés orientales, séfarades et mizrahim, en Israël, du procès Eichmann. Et troisièmement, le choc qu'a été la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour sur la mémoire du génocide et quel rôle ces deux conflits majeurs ont joué dans la constitution d'une mémoire du génocide devenue un élément central de l'identité israélienne. Alors, revenons au procès Eichmann. Le procès Eichmann, vous le savez, s'ouvre en avril 1961 à Jérusalem. Ben Gurion a pris la décision de faire enlever Eichmann en Argentine, alors que les services israéliens savaient déjà depuis 3 ans ou 4 ans même qu'il était là-bas, et entre autres grâce aux renseignements allemands, enfin allemands d'un magistrat allemand. Vous connaissez cette affaire, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Il donne le feu vert au Mossad pour enlever Eichmann en mai 1960. Eichmann est transféré en Israël. L'instruction dure 11 mois. Le procès s'ouvre en avril 61. Pourquoi Ben Gurion a-t-il voulu à ce moment-là ce procès? Il a voulu ce procès probablement afin de conforter une mémoire nationale qui était défaillante. Il a voulu faire de la mémoire de la Shoah une mémoire nationale, ce qui en soi n'est pas du tout indu, ce qui en soi n'est pas du tout abusif, ce qui n'est pas un détournement de mémoire. C'est une mémoire nationale parce que la Shoah a touché au moins politiquement, idéologiquement, tous les juifs du monde entier. Si les nazis avaient pu exterminer les juifs du monde entier, ils l'auraient fait. Mizrahim, Séfarad, Ashkénaz, peu importe, bon, ou Karaïtes, peu importe. Ils n'ont pu frapper que les juifs européens et ils ne s'en sont pas privés. Donc, il s'agit de forger une mémoire nationale, de faire un ciment idéologique de cette mémoire-là qui rassemblerait tous les Israéliens. Et pourquoi cette volonté de faire une mémoire nationale? Parce que Ben Gurion, comme tout l'establishment politique israélien, est conscient des fractures de la société israélienne et en particulier des tensions très graves entre la population orientale, Mizrahim, et la population ashkénaze. Je rappelle qu'il y a eu en 1959 des émeutes dans un quartier de Haïfa, à Wadi Salib, des émeutes très graves, d'ouvriers séfarades, d'ouvriers d'origine marocaine en particulier, où on a entendu des cris qu'on ne pensait jamais entendre en Israël dans les années 50, mort aux Ashkénazes, par exemple. Bon. Et des témoignages de cet acabit, il y en a beaucoup dans les années 50. Alors, il est vrai, il est indéniable que pour comprendre cette fracture, il faut en revenir à l'accueil des communautés orientales en Israël et entre autres la communauté marocaine, qui est de loin la plus importante. C'était aussi la communauté la plus importante, la communauté juive la plus importante du monde arabe tout entier.
c'est que le mépris a accompagné leur arrivée, le racisme souvent d'ailleurs, et c'est un racisme avéré, tout à fait assumé. D'ailleurs, je rappelle que les Juifs libyens et les Juifs tunisiens qui ont subi l'occupation allemande ont demandé à être auditionnés lors du procès Eichmann et ça leur a été refusé. Et ça n'est pas quelque chose qui peut être oublié. Et très tôt dans l'État d'Israël, les Juifs orientaux, qu'on les appelle Mizrahim ou séfarades, peu importe, les Juifs orientaux ont dit la discrimination dont ils ont souffert. Donc, pour eux, la mémoire de la Shoah a été d'emblée vécue comme une mémoire étrangère, comme une mémoire ashkénaze, et ça a aggravé encore un peu plus leur sentiment d'étrangeté, leur sentiment d'exil. Ils n'étaient pas de cette histoire et on le leur faisait comprendre, on le leur faisait savoir. Bon, ça, c'est la motivation de Ben-Gurion. Il s'agit de rassembler les Israéliens autour de cette mémoire-là. Il s'agit aussi de se poser pour l'État d'Israël en porte-parole des Juifs du monde entier et non pas laisser la diaspora l'emporter à une époque où le judaïsme israélien représente à peine 20% du judaïsme mondial. Ça n'est pas comme aujourd'hui où 52% des Juifs du monde vivent en Israël. Non, à l'époque, c'est à peine 20%. Bon. Donc, en un mot, les motivations de Ben-Gurion sont politiques et le succès de l'entreprise va bien au-delà de ce qu'il espérait. Le procès Eichmann a un retentissement considérable. Je rappelle qu'il dure 4 mois, 85 audiences, 110 témoins sont entendus à la barre et l'impact du procès est énorme, non pas dans la salle elle-même qui est très exiguë de Beth Ha'am à Jérusalem, non, mais via la radio. C'est-à-dire que chaque soir, il y a à la radio israélienne un résumé de 30 minutes de la session du jour, de l'audience du jour. Un résumé de 30 minutes qui est écouté par tout Israël, on peut dire. Bon. Et les dépositions des 110 témoins vont faire vivre à la société israélienne ce qu'a été le traumatisme absolu de la Shoah. Là, cette fois, ce n'est plus la mémoire des rescapés résistants qu'on entend chaque Yom HaShoah, chaque mois d'avril, chaque mois de mai. Non, c'est vraiment les témoins de la base, ceux qui n'ont pas forcément de figure héroïque, je mets des guillemets bien sûr à figure héroïque, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ceux qu'on entend habituellement, ce ne sont pas les images convenues. Là, c'est vraiment la Shoah vécue de la base, des histoires abominables entendues les unes après les autres. C'est la tragédie juive dans toute son ampleur, dans toute sa nudité. Et là, pour la masse des Israéliens qui écoutent, d'origine, quelle que soit leur origine, c'est leur histoire qu'ils entendent. Sur ce plan-là, Ben-Gurion a été entendu au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer. C'est ici qu'il faut faire une incise sur l'impact qu'a eu la Shoah sur le judaïsme oriental. Je disais que d'emblée, les Juifs originaires de Tunisie et de Libye ont été écartés des débats, ils n'ont pas été conviés à témoigner alors qu'ils ont subi l'occupation allemande, même si leur souffrance, évidemment, n'est pas celle des, 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 des- des habitants du ghetto de Lodz ou du ghetto de Varsovie. Les Juifs tunisiens ont écrit au procureur Guidon Hausner le 1er mars 61, c'est-à-dire 5 semaines avant l'ouverture du procès, en lui demandant, ces Juifs tunisiens, de témoigner. Ils n'ont reçu une réponse que 3 semaines plus tard et c'est une réponse négative. Donc au total, on n'a jamais abordé le sort des Juifs de Tunisie ni des Juifs de Libye lors du procès. Bon, il est vrai que ce ne sont pas les seuls. Par exemple, on n'a jamais abordé le sort des Juifs de Belgique ni de Bulgarie lors du procès. Et il n'y a pas là de ségrégation vers les Juifs de Bulgarie ou de Belgique. Mais en avril 1941, en avril pardon, 2001, pour le 40e anniversaire du procès Eichmann, on a constaté, mais on l'avait déjà constaté tout de suite après le procès Eichmann, l'impact qu'a eu le procès sur les judaïcités du monde oriental. Pour le 40e anniversaire, donc en 2001, un juif de Tripoli, en Libye, a publié un souvenir dans le journal israélien Yediot Aharonot. Il avait participé, c'était à l'époque un technicien, il avait participé à la construction de la cage de verre d'Eichmann. Et il avait dit qu'il avait écouté les témoignages et il se souvenait, je cite, de ce que nous avons passé. Il écoutait les témoignages, il se souvenait de ce que nous avons passé à Bergen-Belsen. Je pensais que j'aurais pu aussi bien figurer parmi les témoins que parmi les victimes, mais nous, on ne voulait pas nous entendre. Effectivement, ce que dit ce juif de Tripoli, c'est qu'un grand nombre de juifs orientaux, on pourrait dire exactement à la même époque, ils ont été profondément ébranlés par le procès Eichmann. Ils ont senti que cette histoire était aussi leur histoire
et que l'absence d'empathie qu'on leur reprochait avant le procès, c'est quelque chose qui va disparaître après le procès dans les années 62-63. On le verra dans les enquêtes auprès de la jeunesse israélienne, dans les lycées ou parmi les recrues de la police ou de l'armée lors de la première année du service militaire, par exemple. Par exemple, à la fin du procès, le journal Davar, journal travailliste, publie les propos d'un jeune Israélien de 27 ans qui est d'origine orientale. Et il écrit ceci, nous sommes donc en 61. Je vous dirai en une seule phrase tous mes sentiments. Je sors de ce procès plus juif. Je ne pourrai plus faire désormais cette distinction entre juifs d'Israël et juifs de la diaspora. Ce procès a renforcé ma conscience juive bien davantage que ma conscience israélienne. Je commence maintenant à comprendre ce qu'est l'unité du destin juif, pardon. Et il y a comme ça beaucoup d'autres exemples, je n'ai pas le temps de les passer en revue, qui montrent que la Shoah a été progressivement intégrée par les communautés orientales en Israël. Et symbole unificateur, l'éducation nationale israélienne dans les années 1980 va parler d'unité de destin. Et dans les programmes scolaires d'ailleurs, c'est comme ça que ça figurera, la mémoire de la Shoah, qui sera d'ailleurs accolée progressivement à la mémoire du judaïsme d'Orient, qui va finir par intégrer la mémoire israélienne tout entière, c'est-à-dire ce qui sera enseigné dans les programmes d'histoire au lycée, alors que pendant longtemps, la mémoire des Juifs d'Orient était totalement oubliée. Voilà donc les deux premiers aspects de l'après-1961, le procès Eichmann et comment les les communautés orientales sont intégrées à la mémoire du génocide. Mais ce qui va contribuer à définitivement faire de la Shoah un élément central de l'identité israélienne, jusqu'à en faire aujourd'hui un élément majeur et je dirais même un élément quasi obsessionnel de l'identité israélienne, du moins ces 30 dernières années, avec la centralité d'Yad Vashem, ce sont les deux guerres que j'évoquais tout à l'heure, la guerre de 67 et la guerre de 73, la guerre du Kippour. Je rappelle le contexte de la guerre de 67. La tension commence le 15 mai 67 et la guerre éclate le 5 juin. Donc, il y a 3 semaines de décalage. Et dans cette période qui précède la guerre des 6 jours en 67, de 15 mai au 4 juin, donc, c'est une période d'angoisse qui a été ponctuée d'appels arabes à l'extermination, d'appels quotidiens venus de Damas, venus du Caire, essentiellement de ces deux capitales-là, mais venus aussi de capitales plus lointaines comme Alger, à l'extermination. Et ce qui se passe, c'est que la victoire israélienne des 6 jours a totalement fait oublier, enfin totalement j'exagère, a fait oublier un grand nombre de juifs, je ne dirais pas d'Israéliens, mais de juifs de la diaspora, ces semaines d'angoisse. Les Israéliens âgés aujourd'hui n'ont jamais oublié ces semaines d'angoisse. Or, qu'Israël ait été menacé ou non de disparition n'importe pas. Ce qui importe, c'est les Israéliens aient ressenti comme tel, et les Juifs de la diaspora d'ailleurs ont ressenti avec les Israéliens la menace possible de l'extermination. Et cette angoisse a réveillé l'angoisse du génocide. Ça, c'est le premier point, qui va faire en sorte que cette mémoire du génocide, qui a déjà été placée sur une place prépondérante avec le procès Eichmann, va acquérir une place centrale davantage avec la guerre des 6 jours, parce que dès lors qu'on avait fait de l'État d'Israël un havre de paix et de sécurité, on s'apercevait que l'État d'Israël pouvait être aussi le lieu de la destruction radicale, ce qui ne pouvait que réveiller le fantôme de l'extermination. Et du coup, cette mémoire-là va devenir plus importante encore. Et à cette mémoire va s'ajouter en 73 la guerre du Kippour, où là, durant les 5 premiers jours de la guerre, qui a commencé le 6 octobre 73, il y a eu réellement chez les Israéliens, et même dans la classe politique israélienne, et même du côté de l'état-major israélien, une peur de la destruction générale. Je rappelle que Moshe Dayan, effondré, a parlé dans l'après-midi de ce samedi 6 octobre 73, devant le cabinet réuni autour de Golda Meir, la Première ministre, et il a parlé d'une destruction du troisième temple, le troisième temple étant l'État d'Israël, bien sûr. Et la Première ministre elle-même, Golda Meir, a parlé explicitement du Khurban Habayit. Khurban Habayit, c'est la destruction du temple. Bon. La guerre du Kippour a duré 18 jours. Elle a vu un État d'Israël très isolé. À l'exception du soutien américain, le soutien européen ne s'est pas manifesté. Je rappelle ce que tout le monde a oublié, mais ce que les Israéliens, eux, n'ont pas oublié. C'est qu'au moment où la guerre a duré bien plus d'une semaine et qu'elle a été extrêmement dure des deux côtés,
des deux côtés, syriens, égyptiens et israéliens, on a manqué de pièces détachées et de munitions. Et de deux côtés, on a fait appel au grand soutien. Soutien soviétique d'un côté, soutien américain de l'autre. Le soutien soviétique s'est concrétisé par un point aérien directement au-dessus de la Turquie, au-dessus du Caucase, vers Damas et vers Le Caire. Donc, la distance était réduite. Du côté américain, c'était plus difficile. Il fallait faire venir le gros des armes et des pièces détachées de l'aviation israélienne étant à l'époque une aviation, elle est toujours d'ailleurs, euh, essentiellement américaine. Il a fallu faire venir les munitions en grand nombre, et entre autres les obus et les pièces détachées des avions de Caroline du Nord. Il a fallu donc organiser un pont aérien qui avait besoin pour cela d'une escale en Europe. Et quand les Américains ont demandé aux États européens de l'OTAN un droit d'escale sur leur territoire, tous les États européens ont refusé, sauf un, le Portugal, qui a accepté que les avions américains se posent sur sa base des Açores. Les Israéliens n'ont jamais oublié cet abandon au plus tragique de leur histoire contemporaine, c'est-à-dire la guerre du Kippour. Et on peut dire d'une certaine façon que la guerre de 67 a réveillé le sentiment, ou du moins l'angoisse de la disparition, et la guerre de 73 a réveillé l'angoisse de la solitude, de la précarité totale. Et d'une certaine façon, les deux souvenirs traumatisants de ces deux guerres majeures de l'État d'Israël et contre ses voisins ont réveillé un sentiment de précarité absolue du destin juif. Je ne dis pas seulement du destin de l'État d'Israël, mais du destin juif tout entier. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est de constater, et on le voit ici, le lien avec la Shoah, c'est que la Shoah va prendre évidemment la mémoire de la Shoah va prendre évidemment une importance plus grande encore par le réveil de cette mémoire traumatique. Et on est frappé de constater que les livres du souvenir, ce qu'on appelle les Iskorbour, ces livres du souvenir qui retracent l'histoire des communautés juives depuis les origines, pas seulement depuis la Shoah, depuis les origines jusqu'à la destruction de la Shoah, essentiellement en Europe orientale, ces livres du souvenir, eh bien, la moitié d'entre eux ont été rédigés après la guerre du Kippour. C'est-à-dire que les rescapés, comme les survivants, y compris ceux qui vivaient aux États-Unis ou en Israël ou en France ou ailleurs, se sont mis à s'intéresser au passé de leur communauté détruite après le grand traumatisme qu'a été cette guerre de 73 qui a suivi la grande angoisse de l'extermination de 67 que n'a pas tout à fait effacé la victoire éclair de la guerre des 6 jours. Et j'ajoute qu'entre ces deux dates, il y a eu ce qui a réactivé encore l'angoisse de la haine universelle, je mets angoisse de la haine universelle avec des guillemets, c'est la tragédie de Munich des Jeux olympiques en septembre 72, où l'équipe d'athlètes israélienne est assassinée par les terroristes palestiniens de Septembre noir. Ça signifiait pour les Israéliens et pour les Juifs du monde entier comme si les Juifs, encore une fois, étaient le peuple élu de la haine universelle. Et de surcroît, ce meurtre collectif a lieu en Allemagne, c'est-à-dire dans le berceau de ce qui a été la plus grande catastrophe juive contemporaine. De quoi réveiller évidemment cette angoisse et de quoi fortifier, une fois de plus, la mémoire de la Shoah et de lui donner la place qu'elle a aujourd'hui dans l'État d'Israël. Voilà, je vais terminer là-dessus pour ce soir. Merci. Merci beaucoup, Georges. Je pense que si les micros étaient ouverts, on entendrait des applaudissements. En tout cas, vous pouvez manifester avec vos mains. Je crois que un tour d'horizon très rapide, certes, mais qui me semble complet pour aborder un certain nombre de points et de questions. On te remercie d'avoir reprécisé les trois dates concernant l'officialisation de la volonté de créer un État d'Israël. C'était un rappel important. Alors, il y a dans le chat, comme on l'avait demandé, un certain nombre de remarques ou de questions. Je les prends dans le désordre. On dit bonsoir, cher Georges Bensoussan. Une question peut-être naïve concernant les conseils juifs. Judenrat, dans les ghettos, avait-il le choix ou en d'autres termes, aurait-il pu faire autrement? Y a-t-il des exemples de refus de coopérer?
Est-ce qu'on peut prendre plusieurs questions? Oui, 3 bien sûr. questions? Bien D'accord. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Gérard Bueno demande, quid des Sfarades de l'Europe du Sud, exemple Salonique, Bulgarie, peut-on aussi parler de la même fracture Ashkénaze-Séfarade? Alors, il y a aussi un certain nombre de points, pas de questions, mais là, on précise, l'Allemagne a indemnisé dans les années 2000 les Juifs sfarades nés avant 43, notamment du Maroc, ce qui leur donna un sentiment d'appartenance à la Shoah. C'est une expression un peu... euh, même les enfants et petits-enfants avaient un sentiment d'appartenance à la Shoah. Je ne sais pas si c'est de l'appartenance, mais en tout cas, c'était une reconnaissance de ce qui s'était passé là-bas. Euh, alors, il y avait une autre question que je cherche qui était un peu plus avant, et comme elle n'était pas claire, j'ai demandé à la personne de préciser. On précise ici, une grande partie des rescapés qui étaient en Israël ont combattu durant la guerre d'indépendance. Voilà, c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul, Jean-Paul, qui avait dit pour les rescapés, n'est-ce pas une profonde injustice? Essayons de se mettre à leur place. Et donc, je lui ai dit en quoi c'est une injustice. Du fait qu'on ne reconnaît pas ou qu'on met de côté leur souffrance, les considérer comme des moutons n'est-ce pas trop facile? Le gouvernement et l'armée allemande étaient très forts. De ce fait, ce n'était pas évident de résister contre une telle force. Oui. Donc, Alors, c'est très varié. oui. Alors, dans la dernière intervention, je n'ai pas bien compris ce que voulait dire l'auditeur, à savoir que les Juifs en Europe ne pouvaient pas faire grand-chose, c'est ça ce qu'il veut dire? Exactement, Oui, c'est exactement. tout à fait juste, bien Pourquoi on sûr. parlait comme des moutons? Oui, bien sûr, non, non, mais j'ai dit 1000 guillemets à mouton, hein, je ne reprends pas Oui, du oui. tout cette thèse à mon compte, c'est absurde, c'est totalement absurde. Je C'est rappelle un, qu'il y a c'est eu basé, c'est l'extrait d'un tract de la jeunesse du ghetto qui dit cela. Nous n'irons pas comme des moutons à l'abattoir aussi. C'est pour ça, cette oui, c'est phrase. le ghetto de Vilna. C'est Exact. Abba Kovner, c'est la phrase Abba d'Abba Kovner, Kovner. tout à Oui, fait. oui, mais Abba Kovner peut le dire, lui, en 1941, mais c'est un jugement rétrospectif totalement absurde, l'idée de mouton. Je rappelle qu'il y a eu 93 épisodes de révolte dans les ghettos, 93, il n'y a pas que le ghetto de Varsovie, hein, bon. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu tant d'épisodes de révolte juive et que même au seuil des chambres à gaz, dans les lieux de mise à mort comme Treblinka et Sobibor, il y a eu des révoltes, et même à Auschwitz le 6 octobre 1944. Donc oui, même là, au plus profond de l'horreur, il y a eu des épisodes de révolte. Bon, ben, ce n'est pas le sujet là pour l'instant. Je reviens rapidement sur les 3 questions. Judenrat, pouvait-il faire autrement? C'est une question gigantesque, gigantesque. On ne peut pas répondre ni par oui, ni par non. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu plusieurs attitudes de la part des chefs de Judenrat. On ne peut pas les amalgamer. Deuxièmement, ils ne pouvaient pas savoir la fin de l'histoire, et les accabler aujourd'hui, c'est les accabler avec le regard de ceux qui connaissent la fin de l'histoire et qui, à partir de ce moment-là, peuvent les juger facilement. Eux ne savent pas, ne peuvent pas deviner que l'extermination est promise par tous. Mais quand ils le savent et quand ils le devinent et quand ils le comprennent, alors là se pose la question de savoir comment auraient-ils dû réagir. Encore une fois, ici, on ne peut pas émettre de jugement tranché, il faut regarder au cas par cas et faire une étude de détail des Judenrat, mais parler de collaboration, c'est-à-dire le même mot qu'on emploie pour Kisling ou pour Laval, c'est une injustice profonde. On peut parler d'accommodement, au mieux d'accommodement, je dirais, mais pas plus, pas plus, pour des gens qui ont pensé, en fonction de l'histoire juive ancienne, que c'est un orage terrible qu'il faut passer, qu'on en a connu d'autres dans le passé, qu'on va faire le dos rond, qu'on va attendre que cet orage-là passe et qu'on va sauver le maximum de vies possible. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes les vies sont destinées à la destruction radicale. Ils ne peuvent pas le savoir d'emblée. Ils le comprendront progressivement. Alors ensuite, quand ils le comprennent, comment réagissent-ils? Et là, vous avez 2 attitudes différentes. Vous avez un Rumkowski à Lodz qui sait parfaitement ce qui attend les enfants qui livrent aux Allemands le 5 septembre 1942, les enfants de moins de 10 ans, et quand il dit aux parents « je vous demande de me donner vos enfants », il sait où il les envoie à la mort. Ça, c'est Rumkowski. Et il y a Tcherniakov qui, quelques semaines avant,
en juillet 1942, quand on lui demande de signer l'ordre de déportation, il refuse de signer, il laisse une lettre en disant « Je ne peux pas signer l'ordre de déportation des enfants de mon peuple » et il avale une capsule de cyanure. Il y a 10, 100, 1000 attitudes possibles. Il est très difficile de répondre comme ça en 3 minutes au pied levé sur la question de Judenrat. Ça mérite un exposé complet, une étude complète. Séfarade, Europe du Sud, Salonique, Bulgarie, ce n'est pas du tout le même destin. Les Juifs de Salonique ont été assassinés dans une très, très grande majorité. Les Juifs de Bulgarie, grâce aux Bulgares, grâce à l'Église bulgare entre autres, grâce au roi de Bulgarie entre autres, ont été sauvés dans une très grande majorité. Bon. Et sur les rescapés de 45-48 qui arrivent en Israël, ceux qui sont en âge de porter les armes ont été effectivement intégrés dans la Haganah, qui va devenir Tzahal fin mai 48. Tout simplement parce que les forces de défense juives manquent de bras, c'est tout. Face à l'invasion arabe du 15 mai 48, il fallait, excusez l'expression, faire feu de tout bois, et ils ont pris des rescapés qui n'avaient pas de formation militaire et qui ont été envoyés au combat sans grande expérience, qui ont d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, perdu la vie, parce que peu préparés à subir l'offensive, à subir l'épreuve du feu. Ça, c'est indéniable. Et je rappelle que les pertes israéliennes durant la guerre d'indépendance sont lourdes. On dit souvent 1% de la population, c'est vrai. Ce qu'on devrait dire plutôt, c'est quel est le pourcentage parmi les jeunes hommes de 18 à 25 ans. Et là, on verrait que ce n'est pas 1%, c'est presque 15 à 20%. C'est considérable. Un dernier mot, quelqu'un dans l'auditoire a parlé des Juifs marocains ou des Juifs d'Orient, je ne sais plus exactement, de leur appartenance à la Shoah par les indemnités versées par les Allemands. C'est intéressant ce mot appartenance qu'il a employé parce que ça montre bien l'utilisation de ce mot, que d'une certaine façon, cette mémoire est un facteur de reconnaissance, c'est un facteur d'identité. On y appartient et dès lors qu'on y appartient, on est reconnu comme en faisant partie. Merci beaucoup, c'est très clair. Je voudrais que le président de la Fédération des associations Sfarad, André Derry, qui est avec nous à chaque conférence, eh bien, je voudrais lui laisser la parole quelques instants pour t'interroger. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord à Georges Bensoussan de répondre toujours aux invitations de la Fédération séfarade pour des conférences brillantes. Ça a été le cas dans la semaine séfarade, c'est le cas ce soir. On a appris énormément de choses. Moi, je ne voudrais pas parler sur le côté historique. Pour moi, je vais laisser parler mon cœur. Ce soir, c'est le Yom HaShoah, c'est la mémoire de tous nos juifs qui sont morts. Là, il n'y a plus ni séfarades ni ashkénazes. Les salauds des nazis ne faisaient aucune différence entre les uns et les autres. Je sais qu'il y a eu beaucoup, la population de Salonique a été exterminée à 80%. Et le plus tragique, c'est que c'était tout à fait à la fin de la guerre, pratiquement. Il y a eu des cas en Tunisie, il y a eu des cas à Tripoli. Mais ce soir, nous sommes, je crois, un seul peuple. Et nous devons pleurer ces millions de morts. Et moi, personnellement, je ne sais pas si on peut, comme a dit Georges, utiliser ce mot d'appartenance. Pour moi, au détour de chaque lecture, de chaque film, de chaque émission, de chaque conférence, chaque fois que l'on voyait l'image d'un enfant qui était arrêté ou des exactions des nazis, mon cœur saignait. J'étais toujours avec les larmes silencieuses, mais c'est toujours un cri de révolte, de colère et de chagrin de voir ces millions d'êtres qui ont disparu. Et c'est ça ce que je veux retenir ce soir, c'est avoir une pensée pour eux, me dire que combien de prix Nobel on a perdu, que l'humanité a perdu, avec ces 1 500 000 enfants qui ont été tués et les 5 millions d'autres d'adultes. Combien de découvertes le monde a perdu en laissant faire. Et là, j'apprends avec tristesse et chagrin que vraiment les États savaient tout ce qu'il fallait, tout ce qui se passait, et n'ont rien fait.
Et je suis encore plus scandalisé quand j'apprends que pendant les 6 mois entre le moment où le vote a été fait et au moment où la déclaration de l'État a été faite, ben, il y a eu un petit peu de mou chez les Américains et encore plus chez les Anglais. Donc ce soir, vraiment, je pense à ces morts. Je veux leur rendre hommage et je ne veux pas faire de distinction entre ceux qui ont été des héros ou ils ont tous été des héros. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais que devant ce désastre, je me rappelle, le silence. Parfois, il faut rester silencieux. Ça me rappelle la phrase de Aaron, Vaïdom Aaron, quand il a vu le Horban de ses enfants. Je crois que là, il y a des moments où il faut savoir se taire, ne pas créer de polémique et rendre hommage à tous ces gens que nous avons perdus. C'est notre peuple, c'est une partie de notre chair. Il n'y a plus de séfarades d'Ashkénaz là, il y a un seul peuple, le peuple juif, et on a été suffisamment échaudés. Et je crois que la conclusion de Georges avec la guerre de Kippour, qui a fait prendre conscience aux Israéliens de leur fragilité, peut leur faire prendre conscience aussi qu'on peut comprendre ceux qui sont laissés aller, entre guillemets, comme à l'abattoir, mais que pouvaient-ils faire d'autre? Merci encore une fois, Georges Bensoussan, et merci à tous ceux qui sont présents pour nos promenades séfarades. C'est une promenade triste ce soir, mais il y en aura d'autres qui seront plus gaies, j'espère. Merci beaucoup, André. Alors, évidemment, nous approchons de la fin, donc sur le chat, on commence à réagir beaucoup et à poser des questions, mais on ne pourra pas toutes les poser puisque nous savons qu'il est difficile de rester plus d'un certain temps devant un écran de Zoom. C'est notre engagement. Peut-être avant de te laisser la parole, si tu le souhaites, Georges, je voudrais saluer un certain nombre d'amis qui sont là ce soir, et notre ami Elie Berebi de Marseille, qui dirige le consistoire de Marseille, dit une pensée pour Chai Victor Berebi, natif de Sfax en Tunisie, déporté en janvier 1943 à Marseille, de Marseille, dans le convoi 53 exterminé à Sobibor. Il est effectivement important aussi, quand on parle de choix, de rappeler qu'il s'agit d'hommes et de femmes et non pas ce fameux chiffre de 6 millions qui ne représente pas. Beaucoup de gens te remercient de ta clarté, de toutes ces informations et de ce qu'ils ont appris en 1 heure. C'était un tour de force. Et ce soir, nous étions plus de 180, 190. Et c'est très impressionnant puisque ce soir, Georges, tu as réuni des gens de France, d'Israël, de Suisse, des États-Unis, de Belgique, du Maroc, de Monaco, de Turquie, d'Uruguay, d'Espagne et de la Réunion. Donc, on s'est beaucoup plaint de ces séances Zoom dans les écoles, mais pour nous, ça nous permet comme ça, et au-delà des frontières, d'être tous ensemble pour parler de ce sujet. Georges, est-ce que tu veux dire un mot pour conclure, pour ajouter une Non, phrase? merci. Je te remercie, Jean-Charles. Merci, Voilà, l'essentiel a été dit. oui, À une l'essentiel en autre tout cas. fois. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à te remercier personnellement parce que je sais que c'est toujours un effort que d'intervenir. Nous allons continuer nos promenades séfarades. Quelqu'un d'autre parle là du nageur Alfred Nakache, mais lui, il a été rescapé. C'est beaucoup plus tard qu'il est parti. Il a vécu cette période, mais il a réussi. C'est un rescapé, mais en tout cas, c'était important. Voilà, c'était pour dire, comme tu l'as dit, que si les Allemands en avaient eu la possibilité, c'est l'ensemble du peuple juif à travers le monde, et qu'il n'y aurait pas eu de différence entre les différents pays, entre les différentes cultures, et ça me paraît très, très important. Notre amie Josiane conseille à tout le monde de relire Un nom impérissable. J'en profite pour la saluer au passage et saluer tous les amis qui sont là. Donc, merci beaucoup. Nous avons encore devant nous toute la journée de demain pour cette religion, comme tu as dit, je crois tout à l'heure, de la mémoire, en tout cas de ce temps
que moi personnellement je vais passer avec des élèves dans des classes et des témoins pour parler. Donc c'est aussi un point important. Et notre prochain rendez-vous, c'est le 21 avril avec Yossi Sherbit, qui est historien lui aussi de l'université Bar-Ilan. Et nous allons parler d'archives juives, d'archives françaises, de la comparaison entre les deux histoires. Donc, je vous dis à tous, merci beaucoup, bonsoir. Merci à toi, Georges Bensoussan. Merci à vous tous. Et merci à André Derry et à la Fédération des associations Sfarad d'organiser cette série. Bonsoir, à très bientôt et faites attention à vous. Bonsoir à tous.